Hello, welcome back. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne. Et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Donc, comme vous pouvez l'entendre, ma voix est un peu différente. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu ma voix. Il y a quelques jours, je ne pouvais même pas parler. Donc là, il y a du mieux. Elle est un peu grave. Mais bon, on va faire avec. Je m'excuse par avance si ce n'est pas aussi agréable à entendre que d'habitude. Mais on essaye de rester sur notre programme initial d'une vidéo par semaine. Donc, dans cette vidéo, on va continuer la série de vidéos sur les États-Unis parce que j'ai été agréablement surprise de voir que ce sujet vous intéresse autant qu'il m'intéresse et j'ai eu pas mal de réactions, pas mal de commentaires sur cette vidéo-là et de vues. Et donc, j'ai eu une suggestion en commentaire, une personne qui m'a dit que ce serait intéressant d'aborder justement le sujet de l'immigration aux États-Unis et les différents modes d'immigration. Donc, cette vidéo va répondre à cette suggestion et merci à cette personne d'avoir pris le temps de laisser un commentaire. Donc ne bougez surtout pas si vous voulez tout savoir. Alors, en ce qui concerne le sujet de l'immigration aux États-Unis, c'est vrai que c'est un sujet qui fait couler de l'encre et je ne suis pas sûre que tout le monde connaissent vraiment les différents modes d'immigration aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a des légendes urbaines, il y a pas mal de suppositions que les gens ont sur le sujet, mais c'est très important de rentrer dans le concret. Et donc dans cette vidéo, je vais aborder, attention, les moyens d'immigration légaux pour les États-Unis, parce qu'il y a aussi un gros sujet autour de l'immigration illégale qui est très présente aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu différent parce qu'aux États-Unis, il y a une grosse tranche de la population qui est assez importante et indispensables aux États-Unis qui sont des immigrants illégaux. Aujourd'hui, l'État ne prend pas vraiment en charge ces personnes-là qui font partie intégrante de l'économie. On a même des immigrants illégaux qui ont des business qui fonctionnent bien. On a même des cas d'immigrants illégaux qui deviennent millionnaires aux États-Unis, mais qui ont toujours cette situation-là. D'ailleurs, je me souviens que ce sujet-là, je l'avais abordé dans un mémoire et il me semble que c'était mon mémoire soit de fin d'études ou de Master 1 et c'était justement sur la contribution non négligeable des immigrants illégaux au système américain. Et en fait, c'était un peu le fait que les immigrés illégaux étaient finalement acceptés dans le système, mais on ne souhaitait pas les légaliser et qu'ils occupaient une tranche hyper importante de l'économie américaine. C'est le cas également en Europe, mais aux États-Unis, c'est un sujet encore plus présent. Et c'est vrai que tout le monde ferme un peu les yeux dessus, alors que c'est une tranche qui est juste indispensable à l'économie. Et si elle n'était pas là, l'économie américaine, les immigrants illégaux, je dis bien, ne tiendraient pas. Donc voilà, ça c'est un sujet à côté, c'est pas le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. On va parler vraiment des moyens légaux pour immigrer aux États-Unis parce que personne ne veut souffrir. Le but c'est de pouvoir aller aux États-Unis et être légal et reconnu sur le territoire. Donc pour vous parler des différents modes d'immigration, on va les diviser pour simplifier en 3 catégories. La première catégorie c'est l'immigration familiale. Donc c'est lorsque on peut aller aux États-Unis par rapport au membre de sa famille. La deuxième immigration, je dirais que c'est l'immigration académique et professionnelle. Et le troisième cas, ce sera tous les cas un peu spéciaux et les exceptions. Donc, première partie, l'immigration familiale. Donc ça, c'est on va dire le moyen le plus direct pour pouvoir avoir accès à l'immigration aux États-Unis. C'est lorsque vous avez un membre de votre famille qui est soit américain, donc de naissance ou naturalisé, ou qui est résident permanent aux États-Unis. Résident permanent aux États-Unis, ça veut dire que vous êtes détenteur du Saint Graal qui est la Green Card. Donc la Green Card, c'est un peu comme la carte de séjour en France. Donc vous avez une carte de 1 an, de 2 ans, de 10 ans. Et souvent, les gens qui ont la carte de 10 ans peuvent après faire la demande de naturalisation. Eh bien, c'est le même cas aux États-Unis. Les détenteurs de Green Card ont vraiment quasiment les mêmes droits que les citoyens américains, à l'exception près qu'ils ne votent pas, mais ils peuvent travailler, ils font leurs impôts et ils ont leur activité aux États-Unis. Donc, c'est lorsque vous avez la Green Card que vous avez un statut qui est le plus, on va dire, stable aux États-Unis. Lorsque vous avez un membre de votre famille soit américain, soit détenteur de la Green Card, vous avez un chemin vers l'immigration. Mais c'est dans des cas spécifiques. Et donc, une personne qui est citoyenne américaine ou résidente permanente aux États-Unis peut faire venir son conjoint aux États-Unis, donc qu'il s'agisse du conjoint ou si vous êtes marié. Et donc, il y a un visa fiancé qui permet de faire venir le conjoint aux États-Unis. Et après, il me semble qu'il y a un délai légal pour faire le mariage, pour permettre à ce que la personne puisse rester aux États-Unis et obtenir sa carte verte. Donc déjà, ça, c'est le moyen le plus direct. Il y a également la possibilité pour les citoyens et les détenteurs de Green Card de faire venir leurs parents, donc leurs parents biologiques ou parents
parents adoptés et également leurs enfants. Donc dans les deux cas, il est possible de faire également venir ces membres-là de la famille. Ça peut prendre un certain temps, mais c'est possible. Il y a également le cas où on peut faire venir les frères et sœurs. Mais ça, c'est uniquement les personnes qui ont la nationalité américaine qui peuvent faire venir les frères et sœurs. Les détenteurs de la green card ne peuvent pas faire venir les frères et sœurs. Donc voilà, donc déjà, lorsqu'on a un membre de la famille, il y a cette possibilité-là d'immigrer aux États-Unis. Donc ça, c'est le cas familial. Donc au-delà du cas familial, on a l'immigration qui est liée au travail et aux études. Et donc en ce qui concerne l'immigration pour les études, j'ai une bonne partie de mon entourage qui vit aux États-Unis, qui a commencé par arriver aux États-Unis pour faire des études supérieures. Et dans ce cas-là, il est possible d'obtenir un visa pour les États-Unis. Maintenant, ce visa-là, pour l'obtenir, il faut fournir un certain nombre de justificatifs financiers pour montrer que vous pouvez justement vous permettre de faire des études aux États-Unis parce que ça coûte très cher, excessivement cher. Donc ça sera pour quand même une tranche de la population qui est en capacité de payer des dizaines de milliers d'euros par an pour payer des études, payer le logement, etc. Et dans le cadre du visa étudiant, c'est un peu similaire au visa étudiant en France. Les droits sont un peu limités dans le sens où l'étudiant qui viendra n'aura pas la possibilité de travailler librement aux États-Unis. Il aura des limitations en ce qui concerne le travail, donc il pourra peut-être travailler 5-6 heures par semaine, j'ai plus le nombre d'heures spécifiques, 5 ou 6 heures par semaine au sein de son campus. Il n'a pas la possibilité de travailler à travers son visa étudiant. Donc en gros, c'est des conditions qui sont quand même financièrement très lourdes lorsqu'on vient faire ses études aux États-Unis. Donc il y a des personnes qui le font, mais effectivement il faut être près de ce côté-là. Et généralement, lorsque tu finis tes études, tu n'as pas automatiquement le visa de travail. Il faudra trouver un emploi qui va te sponsoriser afin que tu puisses avoir un visa travail. Donc voilà, ça me permet de passer au visa pour l'emploi. Donc en ce qui concerne le visa pour le travail, ça existe aux États-Unis. Par contre, il faut être réaliste. Il y a des gens diplômés, il y a beaucoup de main-d'œuvre aux États-Unis. Donc par exemple, si tu es plombier ou si tu travailles dans le bâtiment, il y a très peu de chances que tu obtiennes un visa travail pour venir travailler aux États-Unis parce qu'ils ont suffisamment de main-d'œuvre. Donc, pour obtenir un visa travail aux États-Unis, ça va être assez compliqué. Sur le papier, il y a le visa pour les personnes qui ont à minima un baccalauréat. Mais ça, c'est sur le papier, mais dans la réalité, ce visa est quasi impossible à obtenir parce que, ok, tu as ton baccalauréat, tu as normalement la possibilité d'avoir ce visa-là, mais il ne te sera pas accordé facilement. C'est vraiment dans des cas spécifiques où tu as énormément de chances que juste parce que le fait que tu as ton bac, tu déposes la demande de visa, tu vas obtenir un emploi qui va t'appuyer pour que tu aies le sponsorship pour obtenir le visa. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un high school diploma aux États-Unis. Donc il existe, mais c'est pas la stratégie la plus simple pour obtenir le chemin de l'immigration pour les États-Unis. Et donc, en dehors du visa classique, donc post-baccalauréat, qui est pour moi très difficile à obtenir, les visas qui seront le plus faciles à obtenir, entre guillemets, sont les visas qui sont liés aux diplômes très avancés et aux compétences dites exceptionnelles. Donc, ça veut dire que tu es vraiment dans des industries de pointe. Tu es chercheur, tu es doctorant, tu interviens dans la recherche et développement. Les États-Unis interviennent beaucoup dedans. D'ailleurs, je connais une personne justement qui a eu un visa parce qu'il est chercheur, il est dans la chimie, dans la science et ça lui a permis justement d'obtenir un visa. Ou bien tu travailles dans l'ingénierie, dans l'hydraulique, dans quelque chose de très pointu, je donne des exemples, mais dans des industries très pointues, là tu peux obtenir un visa pour les États-Unis parce que c'est des compétences rares qui sont recherchées. Et pour moi, ce sera donc dans ces cas-là que tu as le plus de chances d'obtenir un visa. Pour revenir un peu sur les types de visas, donc les visas étudiants, c'est des visas J1 il me semble. Pour tout ce qui est visa après un baccalauréat, c'est le EB3 et les visas pour tout ce qui est compétences exceptionnelles ou diplôme avancé, on est sur le EB1 et le EB2. Après, on a les visas pour les personnes qui, comme moi ou comme d'autres, ont fait des études, ont des compétences professionnelles dans des secteurs qui sont assez variés, mais qui sont classiques. Moi, je suis chef de projet, j'interviens dans la banque, dans l'IT. Effectivement, j'ai des compétences, j'ai des connaissances techniques, mais je ne pense pas que c'est ce qui va manquer le plus aux États-Unis. Mais il est possible, par un coup de chance, être au bon endroit au bon moment, d'obtenir un visa et d'avoir un sponsorship d'une entreprise parce que tout simplement, tu es tombé au bon moment, au bon endroit parce que j'ai également des cas comme ça de personnes qui ont fait leurs études, qui ont fait leur bac+5, qui ont commencé à travailler et qui ont trouvé une opportunité aux États-Unis ou même au Canada. C'est des cas qui vont
être un peu plus rares, mais qui sont également possibles. Donc si vous souhaitez réellement aller aux États-Unis, que vous avez un diplôme, un bac+4, un bac+5, une expérience, vous pouvez également le tenter. Mais je tiens quand même à dire qu'on est aux États-Unis dans un pays avec une grosse population et ça ne manque pas des chefs de projet en marketing, dans la banque, etc. Donc il faudra être très compétitif et très stratégique dans votre recherche si vous souhaitez en tout cas immigrer dans ces cas-là. Donc voilà les visas disponibles en ce qui concerne l'académique et le professionnel classique. Donc le visa J1, donc qui est le visa étudiant, qui est accordé aux personnes qui ont la capacité de financer leurs études aux États-Unis et qui est quand même très limitatif parce qu'on ne peut pas travailler et qui demande de rentrer dans son pays d'origine si jamais vous n'avez pas réussi à trouver une entreprise qui va vous sponsoriser. Vous avez le visa entre guillemets qualifié qui est le visa post-bac qui va concerner les cas comme vous et moi, donc de personnes qui ont voilà au-dessus d'un baccalauréat, bac+2, bac+3 jusqu'au bac+5 et donc de personnes qualifiées qui pour moi est très concurrentielle, mais c'est possible de tomber au bon endroit au bon moment, hein, de postuler, d'avoir le bon contact et de réussir à obtenir ce visa-là. Mais voilà. Après pour moi, il y a le visa qui donne beaucoup plus de chances de pouvoir immigrer aux États-Unis, c'est lorsque vous avez des compétences de pointe. Après, bon, bien sûr, pour l'avoir, c'est plus difficile parce que il faut avoir fait des études poussées, être dans le domaine de la recherche, être dans, voilà, vraiment dans des compétences exceptionnelles dans la science, dans l'art, etc. Donc, avant de clore cette deuxième partie sur l'immigration académique et professionnelle, il y a certains cas spécifiques dont il faut quand même parler. Donc, il y a la catégorie d'immigrants spéciaux. Donc, il s'agit des immigrants qui viennent dans le cadre de leur rôle religieux, par exemple des prêtres ou des personnes qui font partie d'autres gouvernements, des ambassades, par exemple les travailleurs des ambassades françaises, des ambassades d'autres pays et qui viennent aux États-Unis à travers ces fonctions-là. Donc ça, c'est des cas très spécifiques et donc voilà, c'est pas des travailleurs du secteur privé classique comme vous et moi. Il y a également la catégorie des investisseurs. Donc il faut savoir que lorsqu'on investit aux États-Unis, et donc ça demande d'avoir quand même un certain capital, par exemple, je décide d'aller aux États-Unis et d'investir $1 million dans une propriété, eh bien, j'ai d'office la possibilité d'avoir un visa ou une carte de résident. Et ça, c'est le cas dans beaucoup de pays. Par exemple, lorsque j'étais à Dubaï et que j'ai fait mon vlog, je vais vous mettre une image quelque part. L'agent immobilier me parlait des différents modes d'investissement à Dubaï et avait dit que justement, à partir d'une certaine enveloppe dépensée à Dubaï, on pouvait avoir un visa Gold qui permet donc à la personne et à sa famille d'avoir une carte de résident d'au moins 10 ans. Donc ça, c'est une pratique qui est souvent en place dans les pays, mais c'est vrai que c'est une certaine tranche sociale qui permet d'accéder à ce type de visa-là et ça veut dire que tu es déjà aisé financièrement. Et j'ai envie de dire que pour ces personnes-là qui ont cette capacité d'investissement, il n'y a pas réellement de frontières parce que dans beaucoup de pays, ils auront la possibilité d'avoir des visas. Et c'est également le cas aux États-Unis. Donc voilà pour la catégorie professionnelle. Pour finir, je vais vous parler des cas vraiment spéciaux et ça, c'est très important d'en parler. Donc vous avez par exemple l'immigration humanitaire. Donc ça, c'est pour les cas spéciaux, donc des personnes qui viennent de pays en guerre ou qui viennent vraiment de cas très compliqués comme les demandeurs d'asile, les enfants mineurs qui arrivent dans ce pays et qui n'ont pas de statut par exemple. Donc ça, c'est vraiment des cas spécifiques et des cas de protection de l'enfance, etc. Donc il y a ces visas-là. Et il y a également un autre système qui est très particulier, donc c'est la loterie du visa pour la diversité. Donc moi, ça fait des années que je le connais, je l'avais entendu par ma mère et c'est vrai que ce système-là est très connu en Afrique parce que j'ai remarqué que c'est beaucoup d'Africains qui bénéficient de ce système-là. En fait, il y a un site internet du gouvernement dans lequel on a la possibilité de s'inscrire à une loterie, une réelle loterie où on a la possibilité d'être tiré au sort et de gagner une green card pour les États-Unis. C'est très américain, ça c'est un système que j'ai rarement vu, je pense pas que ça existe en Europe, mais aux États-Unis ça existe. Après tout, c'est un pays qui s'est construit sur l'immigration et ils donnent leur chance à des personnes qui peuvent gagner un visa par la loterie. Et donc comme je vous disais, ce que j'ai constaté, c'est que dans ces cas-là, en tout cas les personnes dont j'ai entendu qu'ils ont gagné la loterie, autour de moi, c'est souvent des personnes qui sont de nationalité africaine. J'ai rarement entendu des Européens le gagner. Peut-être que j'ai déjà vu sur des forums des Européens qui l'ont gagné, mais j'ai l'impression que statistiquement, c'est plus les personnes de nationalité africaine qui ont la capacité de le gagner. Après, peut-être que c'est juste
juste par rapport à mon cercle, j'en ai entendu parler, j'ai entendu plus d'Africains. Peut-être que tout le monde a des chances égales. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se tente parce que c'est gratuit et on n'a vraiment rien à perdre. Donc, et effectivement, j'entends beaucoup de cas de personnes qui ont gagné. Donc, il y a la loterie. Donc, si vous n'êtes pas au courant, n'hésitez pas à aller faire un tour et j'essaierai de trouver le lien du site et de vous le mettre en description. Donc, voilà les cas spéciaux. Donc, juste pour clore, je vous ai parlé de l'immigration familiale et ça concerne certaines personnes très rares, voilà, qui ont soit des conjoints américains. Ayant fait mes études dans un contexte international sur des cursus internationaux, j'ai pas mal d'amis qui ont trouvé l'amour aux États-Unis, donc qui ont des conjoints américains et qui ont immigré par ce biais-là. C'est possible. Mais lorsqu'on sort de ce cas-là et du cas familial, on est dans le cas de l'immigration académique ou professionnelle. Donc pour les étudiants qui veulent aller faire des études aux États-Unis, c'est possible de se renseigner, mais ça demande quand même d'avoir un budget conséquent pour y aller et on n'a pas la garantie qu'à la fin des études, on pourra rester aux États-Unis. Mais le fait d'avoir un pied sur place peut permettre justement de se faire des connexions et avec de la chance et de la persévérance de tomber sur un employeur qui est prêt à vous sponsoriser. Et sinon, c'est les visas professionnels dont je vous ai parlé. Et je pense qu'il faut quand même tenter sa chance parce qu'on peut tomber vraiment au bon endroit, au bon moment, même si on n'a pas des compétences exceptionnelles, on n'est pas doctorant ou autre. Donc voilà, mais c'est quand même assez difficile, surtout dans le contexte actuel où tous les pays se recroquevillent un peu sur eux-mêmes, où il y a beaucoup d'immigration entre guillemets illégale. Ça peut être compliqué d'obtenir un moyen d'immigration, mais c'est toujours possible. Après, moi, au-delà de l'immigration pure et dure, ce que je conseillerais aux personnes qui en ont la possibilité, c'est d'essayer de voir les moyens de mettre le pied sur place sans passer par l'immigration directement par les États-Unis. Donc, vous avez pour les jeunes diplômés les VIE. Donc, les VIE, c'est des volontariats internationaux en entreprise qui sont proposés jusqu'à l'âge de 27-28 ans et qui permettent aux jeunes diplômés d'aller travailler dans des structures françaises à l'étranger, détachées à l'étranger. Donc, vous pouvez par exemple trouver un emploi comme ça aux États-Unis, aller sur place, vous faire un réseau et éventuellement trouver un emploi sur place. Il y a également pour les professionnels qui travaillent dans des grandes entreprises la possibilité d'être considérés expatriés. Et ça, je trouve ça très intéressant. Je connais pas mal de personnes qui ont pu travailler aux États-Unis pendant une période de leur carrière. Si le but, c'est vraiment de voir le système, et c'est souvent des statuts qui sont très avantageux parce que vous avez pas mal d'enveloppes, de subventions par l'entreprise, entre guillemets, pour trouver un logement, payer des bonnes écoles à vos enfants. Donc, ça peut être intéressant pour mettre le pied sur place. Ça également, c'est un moyen. Ce n'est pas de l'immigration pure et dure parce qu'on ne va pas demander le visa directement par son propre chef. C'est des structures qui vous emmènent aux États-Unis. Mais c'est vrai que ça peut être des pistes à explorer pour ne pas être complètement, voilà, jeté dans la nature ou dans la gueule du loup là-bas avec la dureté du système. Et surtout, bon, comme je disais, l'immigration illégale, c'est pas quelque chose que je conseille parce que bien que tu puisses trouver un emploi sur place, le fait de te voir rester bloqué dans un pays, voilà, sans statut, c'est très compliqué. Donc ça, c'est quelque chose que je déconseille dans tous les cas, qu'il s'agisse des États-Unis ou même de l'Europe parce que c'est des conditions qui sont vraiment très difficiles avec une incertitude qui est trop dure, l'éloignement de la famille, etc. Voilà pour les différents moyens d'immigration. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé sur les différentes possibilités et que les petites pistes, les petites stratégies que je vous ai données, eh bien que vous allez les explorer si vous êtes intéressé. En tout cas, c'était un peu mon partage d'informations sur le sujet. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des nouvelles choses. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à activer la cloche de notification et à partager la vidéo si c'est un sujet qui peut intéresser votre entourage. Et n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, à aller visiter mon site internet pour voir justement les contenus qui sont à votre disposition, que ce soit les contenus gratuits ou les coachings et les outils de gestion budgétaire, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!